Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Elisabeth Ducotet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Tuan, donc un fournisseur de matériel médical orthopédique. Oui, tout à fait. Alors au sommaire de l'émission, on va d'abord avoir la séquence David rencontre Goliath. Donc vous aurez une start-up face à vous et vous allez pouvoir parler un petit peu de vos sujets communs. Ensuite, on fera plutôt un focus sur vous, sur votre rôle de dirigeant dans la séquence en coulisses. Et on terminera par l'interview chrono, qui est une série de questions-réponses très rapides. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et on va pouvoir maintenant commencer avec la séquence David rencontre Goliath. Donc, la start-up qui va vous faire face, c'est Japet Médical. Et donc, je suis ravie d'accueillir son PDG, Antoine Noël. Bonjour. Alors, Japet Médical, c'est un fabricant d'exosquelettes, mais alors spécialisé sur le mal de dos. Est-ce que déjà, tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemble concrètement et comment ça fonctionne ? Alors, on fait des exosquelettes contre le mal de dos au travail. Globalement, ça ressemble à une espèce de ceinture lombaire qui va agir comme un amortisseur sur la colonne vertébrale pour à la fois soulager et donc maintenir en emploi des personnes qui souffrent du dos au travail. On pense par exemple aux soudeurs chez Naval Group ou à la SNCF, mais également prévenir des personnes qui vont porter des charges lourdes. On travaille notamment avec Nestlé, avec Bonduelle, chez qui les opérateurs vont avoir à porter des charges très très lourdes, ce qui est physique. Et donc notre objectif, c'est de diminuer ce risque. Est-ce que vous connaissiez Elisabeth ou pas ? Nous connaissons très bien Japet. Nous connaissons très bien Japet parce que dans un passé qui est un petit peu lointain, mais qui est quand même tout à fait réel dans ma mémoire, nous vous avons remis un prix. Dans un moment où vous sortiez de votre école d'ingénieur et où vous commenciez à avoir l'idée qui était une magnifique idée. Donc voilà, donc ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui sur ce plateau alors que vous avez fait un grand chemin. Voilà. Ouais, tu t'en souviens ? Exactement, c'était je pense en 2015 si je ne me trompe pas. Vous voyez, c'est pas d'hier, presque 10 ans. Exactement. Et du coup là, en 10 ans d'ailleurs, est-ce que toi tu as vu effectivement les entreprises ou plutôt les usines s'intéresser plus, vraiment avoir une meilleure compréhension des exosquelettes, parce que c'est pas non plus nouveau, en tout cas l'univers des exosquelettes. Les exosquelettes, c'est un marché qui depuis peut-être 5 ans a au moins été multiplié par 10. Après, c'était un tout petit marché initialement, mais c'est un marché qui double quasiment tous les 2 ans. Et effectivement, aujourd'hui, on reçoit entre 100 et 300 appels d'entreprises entrantes qui nous contactent pour acheter l'exosquelette. Donc ça montre une vraie dynamique de ce marché. C'est quel type d'entreprise en général ? Partout, il y a du mal de dos, donc BTP, logistique, soins à la personne, industrie. On a des boulangers qui sont équipés, on a des maçons. Enfin, c'est vraiment une diversité de savoir-faire qu'on va venir protéger au quotidien. Et Elisabeth, vous travaillez un peu ou pas avec alors, mis à part remettre des prix, vous travaillez avec des startups ? Ah oui, alors quand on remet des prix, c'est qu'on est intéressé, je veux dire. Oui, évidemment, on est en permanence avec des startups. On est d'abord en permanence avec des équipes internes qui développent des produits. Vous savez, les ceintures lombaires chez nous, c'est-à-dire l'idée que le mal de dos est quelque chose de très handicapant et doit être traité et doit être pris en charge, c'est quelque chose qui, chez nous, date de 75 ans. Ça fait 75 ans de ceinture et j'étais au lancement de ceinture chez nous il y a 3 jours, vous voyez, de ceinture nouvelle, et après avoir fait une espèce d'historique de nos 75 ans d'histoire dans les ceintures lombaires. Donc c'est un sujet qu'on connaît bien, c'est un sujet dans lequel on est complètement convaincu qu'il y a de vraies aides à apporter à des pathologies, comme vous l'avez dit, qui sont très fréquentes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation où ils ont mal au dos, et il y en a de plus en plus, parce que la vie active actuelle, je dirais, est une vie dans laquelle on est trop sédentarisé et dans laquelle nos muscles, qui sont les muscles qui portent notre colonne, sont des muscles souvent qui ne travaillent pas beaucoup. Et puis, il y a, comme vous le dites, des situations professionnelles, par exemple, qui supposent qu'il y ait un véritable effort et que cet effort, il faut l'aider. Donc, c'est certain que le mal de dos et le prévenir ou le guérir est un problème qui vous intéresse, vous, et qui nous intéresse, nous. Et puis, est-ce qu'on travaille avec des startups ? Oui, en permanence, bien sûr. Et vous, en termes de recherche et développement, c'est quoi aujourd'hui un peu le budget ? Et est-ce que vous êtes, j'imagine, obligé d'aller financer quand même beaucoup via, alors, je sais pas, des fonds, soit peut-être d'autres subventions ou prêts Il faut savoir que pour développer un dispositif médical depuis zéro, ça nous a à peu près coûté 5 millions d'euros.
avant de faire le premier euro de chiffre d'affaires. Donc c'est des sommes qui sont quand même très colossales, qui font appel forcément à des capitaux, donc des levées de fonds, initialement beaucoup de subventions, BPI notamment. Donc très important pour faire émerger ces nouveaux produits. Et aujourd'hui, on a la chance d'arriver à la rentabilité. Donc maintenant, on va financer plutôt de l'investissement et des nouveaux produits via des fonds, mais également des particuliers, puisque effectivement, on a fait une levée de fonds participative avec Tudigo l'an passé, ce qui a eu un grand succès, justement pour financer ces développements produits. D'accord. Et alors après, ça va être un petit peu quoi là? Alors, les nouveaux produits, c'est vous allez sortir un peu du monde du dos ou vous attaquer à d'autres problématiques? Alors, notre objectif pour l'instant, c'est de rester sur la thématique du dos, mais plutôt faire comme ce qu'a pu faire Tuan il y a 70 ans, c'est de démocratiser encore plus ces technologies. Nous, notre expertise, c'est d'intégrer des robots dans du textile. Quand on pense à exosquelette, on pense à une énorme structure comme Avatar, Alien. Et en fait, nous, c'est une toute petite ceinture avec des petits moteurs, mais qui est encore trop imposante et surtout trop chère. Et notre objectif, c'est de le rendre acceptable financièrement, mais également visuellement pour tout le monde dans son quotidien. Que ce soit dans les entreprises industrielles notamment, mais également dans les particuliers qui ont mal au dos dans leur quotidien. Alors, quel conseil vous pourriez lui donner, Elisabeth? Moi, j'ai l'impression qu'il faut surtout continuer. Il faut surtout continuer parce qu'effectivement, quand une pathologie, je dirais, qui est une épidémiologie large, comme celle du mal de dos, a été identifiée par des jeunes chercheurs et qui sont aboutis à un produit qui apporte une véritable aide, je dirais, à un moment où effectivement les gens ont soit besoin de porter des charges lourdes, soit simplement mal au dos parce que leur structure lombaire ne les soutient pas bien. C'est formidable d'avoir une aide pareille. Et je dirais, on est dans la même logique, on est absolument dans la même logique. Même si nous avons commencé il y a 75 ans, ce que nous apportons aujourd'hui est totalement innovant et on aboutit à des principes actifs qui sont les mêmes. Un principe actif majeur d'une ceinture, qu'elle soit motorisée ou qu'elle soit non motorisée, même si nous motorisons maintenant un certain nombre de choses, c'est de pouvoir décharger et mettre au repos une musculature qui tout d'un coup est inflammatoire parce qu'elle a trop porté ou qu'elle n'est pas en bon état pour porter le haut du corps. Donc le principe actif, si on veut parler en termes médicaments, enfin thérapeutiques, il est le même. Il est le même et donc c'est pour ça que je dirais, c'est dans une logique qui est absolument similaire. Alors effectivement, il y a toutes les démarches, comme vous l'avez dit, qui sont des démarches réglementaires, qui sont des démarches très lourdes. On les conçoit en santé, parce qu'en santé, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais effectivement, ces démarches de mise en marché de l'innovation, c'est des choses qui sont très lourdes, très longues. Et donc, ça suppose du temps et puis de l'investissement. Voilà. Le but de Japet Médical, c'est d'être une ETI un jour, comme Tuan? Forcément, hein, c'est une histoire qui fait rêver. Et notre objectif, c'est la croissance, mais également l'internationalisation, qui a été ce que vous avez notamment poussé ces 20 dernières années. Donc c'est un bel exemple à suivre. Okay. Bah, écoute, merci beaucoup Antoine d'être venu pour nous partager tout ça. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'interview en coulisses. Alors avant de rejoindre Tuan, l'entreprise familiale, et on y reviendra, vous étiez psychologue clinicienne et orthophoniste à Paris. Est-ce que vous avez gardé des choses, des réflexes, des enseignements de la psychologie? Oui, parce que vous savez, tout ce qu'on fait dans la vie nous marque. Rien n'est indifférent dans la vie. Et ce qu'on fait dans la vie, même si ça peut apparaître comme quelquefois un peu distancé, en fait, il y a une vraie ligne droite dans toutes nos vies. Et une ligne droite ou pas droite, mais il y a une ligne de continuité absolument dans nos vies. Et effectivement, j'ai commencé parce qu'à l'université, la psychologie, au moment où je devais m'orienter, la psychologie m'intéressait. Je trouve que aller chercher ce qui se passe dans l'âme humaine, c'est très, très intéressant. Et voilà. Et puis après ça, j'ai eu la chance d'avoir des patients. J'ai eu la chance d'avoir des enfants qui étaient porteurs de handicap. J'ai eu la chance de les aider, de les accompagner pendant des années. Et ça a été des moments très, très forts, très intenses, très intéressants. Et en plus, on parlait du langage. Et moi, le langage, j'adore ça. J'adore la littérature. J'adore cette langue française qui est la nôtre et dans laquelle, effectivement, il n'est pas facile d'accéder, surtout si on est porteur d'un certain nombre de difficultés. Donc, c'était une période très intense, très intéressante. Et ce que j'ai fait pendant cette période-là n'est pas indifférent pour ce que j'ai fait après. Voilà. Et c'est vrai que mon intérêt pour l'entreprise familiale, qui était déjà là, oui. Moi j'ai été très très tôt intéressée par cette entreprise, parce que dans une entreprise familiale, la famille et l'entreprise sont tout de même très proches.
Nous, le dimanche après-midi, notre grand-père, qui s'appelait Maurice Thuan, nous emmenait voir une nouvelle machine qui avait été placée dans un atelier. Et donc, on y allait avec intérêt. Et on avait 10 ans, 12 ans, 15 ans. Donc, cet intérêt, je dirais, il se génère en vie professionnelle à un moment ou à un autre. Mais chez moi, il s'est généré après que j'ai fait 10 années de psychologie clinique. Justement, votre grand-père, il a dit de vous, alors j'ai ça dans une interview, elle sera dirigeante, à 3 ans il a dit ça, elle sera dirigeante, elle sera une leader. Alors, comment il a vu ça? Pas tout à fait ce qu'il avait dit. Il y avait une photo de moi, une petite, vous savez comme on prend des photos quand on est enfant, et où on avait les bras croisés. Et il m'a dit, toi tu commanderas. Et j'ai trouvé que c'était, a posteriori, j'ai trouvé que c'était amusant. Et intéressant. Et intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire commander si on regarde le mot lui-même? Ça veut dire porter ensemble des choses, commander, porter des mandats ensemble, essayer de faire quelque chose ensemble. Ben, c'est ça l'entreprise. On essaye à plusieurs de faire quelque chose qui va être intéressant pour tous. Et finalement, donc, vous êtes rentré chez Thuan, mais pas tout de suite en tant que PDG. Exactement. Pourquoi d'ailleurs? C'était un peu trop tôt? Non, c'est parce que d'abord j'avais un métier qui m'intéressait, cette psychologie et ce travail de langage et de construction de l'avancement de ces jeunes enfants porteurs soit de handicap auditif, soit de handicap cognitif. Ça me passionnait et on a fait des choses extrêmement intéressantes. On a fait du théâtre, on a fait beaucoup de choses qui ont été très, très intéressantes et j'espère en accompagnant ces jeunes jusqu'au langage, on leur donnait ensuite un formidable outil pour leur vie. Donc j'ai été très passionnée par ça et donc je n'avais pas de regrets du tout par rapport à ça. Par contre, en horizon, si vous voulez, en arrière-plan, il y avait l'entreprise parce qu'elle était là, elle était portée par mon grand-père, par mon père, elle était géographiquement proche de l'endroit où on était. Donc elle restait très présente et notre père nous avait demandé d'être administrateur très tôt. Donc il y avait aussi tous ces lieux dans lesquels on voyait comment l'entreprise était en train d'évoluer dans l'après-guerre, en ce qui me concernait, donc après la Deuxième Guerre mondiale, donc un moment où beaucoup de choses étaient en train de se construire, au moment où l'informatique arrivait, où des métiers commandés de façon numérique arrivaient. Donc il y avait beaucoup de choses qui changeaient et qui étaient très intéressantes en soi. Voilà, et puis un beau jour, mon père, je dirais, vieillissant, ce qui est malheureusement ce qui nous arrive à tous à un certain moment. Mon père vieillissant, je me suis dit qu'effectivement, c'était le moment d'entrer plus dans la vie active de l'entreprise et pas seulement dans une espèce de contrôle et de gouvernance que me donnait le poste d'administrateur. Et j'ai été auprès de mon père, effectivement, d'abord un petit peu en second de mon père et ensuite en directeur commercial. Et cette direction commerciale, elle m'a passionnée. C'était juste ce qui vient d'être décrit par notre start-up, c'était aller chercher des clients qui s'intéressent à ce qu'on va leur produire. Et ces clients, pourquoi? Pour traiter un patient. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est même passionnant d'aller chercher un patient qui va avoir besoin de ce qu'on va lui proposer et de voir comment l'année d'après, on va lui apporter d'autres choses qui vont encore le prendre plus en charge. Donc voilà. Et après, donc vous devenez PDG en 91. Oui. Et c'est quoi un petit peu peut-être pas la première décision, mais en tout cas la première chose que vous avez en tête? Dites je vais vous le dire, c'est très clair. Alors d'abord, si j'y suis venue, c'est parce que mon père a eu un AVC. Donc je dirais du jour au lendemain, il était rendu non possible pour lui d'exercer son rôle. Et donc très vite, il m'a passé la main alors que j'avais déjà une direction. Mais ce qui était absolument indispensable à ce moment-là, et ça s'est révélé comme vraiment naturel, c'était l'Europe était en train de prendre une dimension nouvelle. C'était le moment où le mur de Berlin tombait. C'était le moment où les pays dits de l'Est étaient en train de rejoindre une Europe qui était une nouvelle Europe avec une nouvelle dimension. C'était le moment où l'Allemagne séparée en deux devenait une Allemagne unie et d'un seul tenant, ce qui était considérable, 80 millions d'habitants, avec deux façons de vivre, ceux de l'Europe de l'Ouest et de Et donc, nous, ce qui s'est imposé, et moi, ce qui s'est imposé tout de suite, c'est il faut que nous soyons allemands en Allemagne, sinon nous ne serons pas européens. Et donc, dès 90, et ça s'est réalisé en 91, j'ai recherché une entreprise que nous pourrions racheter en Allemagne. Et ça a été mon premier geste, je dirais peut-être un peu marquant de cette vie d'entrepreneur, c'est de devenir, avec une première racine, européen.
Voilà. Et maintenant international. Et comment justement on passe de cette vision très nationale, domestique, à internationale. Ça passe surtout par des rachats en fait. Oui, alors un peu tous les cas de figure, parce que si vous voulez, dans des entreprises comme les nôtres, il faut être très près de ce qui va se présenter. Les stratégies sont des stratégies très expérimentales, je dirais, très pragmatiques, et suivant les cas, on va trouver le moyen d'être présent dans un pays, soit par un rachat, soit au contraire par une fondation d'une société à nous, soit par une distribution. Donc il y a eu un peu tous les cas de figure. Mais ce que nous nous sommes dit à ce moment-là, c'est que l'Europe étant constituée et le métier de la santé étant un métier dans lequel on ne peut pas tellement déléguer à d'autres le fait d'aller voir les médecins, le fait d'aller promouvoir un produit qui n'est pas forcément très bien connu, une ceinture lombaire ou une orthèse ou un produit de cicatrisation, eh bien, il faut y aller soi-même. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une filiale, donc un département à nous dans ce pays, et il faut le faire avec les moyens du pays, avec la médecine du pays et avec la réglementation du pays. Donc ça suppose qu'il faut effectivement filialiser. Et donc c'est ce qu'on a fait pratiquement dans tous les pays d'Europe, avec presque une société par an. Donc ça a été très vite à ce moment-là, en 10 ans. Oui. Et alors le chiffre d'affaires, j'ai vu qu'il est passé donc de 27 millions à 280 millions oui. Là, depuis que vous y êtes. Oui. C'était quoi le cap le plus difficile à passer? C'est les 30, les 50, les 100? Alors, on ne l'a pas vécu comme ça, nous. On peut dire qu'effectivement, ce qui est difficile à passer, et ça, c'est dans la santé, peut-être encore plus qu'ailleurs, c'est qu'on ne soigne pas. L'Europe de la santé, elle n'existe pas. Et on ne soigne pas de la même façon quand on est en Allemagne, quand on est en France, ou quand on est en Suède et quand on est en France, et à plus forte raison quand on est aux États-Unis ou quand on est en France. Ça veut dire franchir des frontières dans un métier comme le nôtre, c'est franchir presque une nouvelle gamme adaptée à chacun des pays. Donc c'est un très gros effort de l'organisation elle-même, et c'est un effort qu'on ne va pas demander au pays dans lequel on entre, c'est nous qui devons faire l'effort, c'est pas eux qui vont le faire. Donc ça veut dire se remettre en question à tout moment, et par exemple entrer en Allemagne avec une santé bien sûr déjà très constituée, ça supposait de modifier nos gammes, parce que ce qui est pris en charge par l'assurance maladie française n'est pas pris en charge par l'assurance maladie allemande. Donc voilà, c'est un exercice qui est compliqué. Et alors donc là, vous êtes à la tête d'un groupe qui a 175 ans. Est-ce que ça amène à avoir une très grande responsabilité, encore plus peut-être une responsabilité particulière du fait de la longévité de l'entreprise? Oui, je crois que ce que vous dites est juste. Ça suppose c'est une responsabilité, parce que bien sûr, il ne faut pas faire pareil. Chaque génération va avoir son identité, sa signature, son aspect contemporain. Et ma fille, Delphine Anton, qui est directeur général, elle écrit et elle écrira les choses différemment de moi. Et moi, je les ai écrites différemment de la façon dont mon père l'avait fait. Et parce que nous essayons d'être contemporains du moment qui nous est donné. Ça, c'est certain. Mais par contre, une obligation de longévité, oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les ETI souvent fonctionnent bien, c'est parce qu'elles ne sont pas détruites par des passations trop rudes qui sont des ventes intempestives ou des changements intempestifs de modes managériaux. Donc cette pérennité dans l'entreprise, elle est très utile aussi sur le plan économique et de la capacité économique de l'entreprise. Justement, sur la passation, vous commencez à la préparer donc, avec plus que préparée, elle est déjà largement entamée. Et donc c'est facile pour vous ou pas de décrocher finalement? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a du travail pour tout le monde dans l'entreprise. Alors, c'est vrai que ça suppose de s'organiser différemment et ça suppose de réfléchir un petit peu sur soi, ça c'est certain, et d'y réfléchir avec des amis ou des confrères qui ont les mêmes situations que nous, c'est-à-dire de la passation. Moi, j'ai dans mon environnement des dirigeants d'entreprise qui sont en train de passer comme moi, et donc on se parle. Et on essaye d'y réfléchir les uns et les autres pour voir ce qui se fait chez l'un ou chez l'autre et comment on peut donner des idées aux autres. Mais c'est vrai, c'est très très important que la transition puisse se faire. Et c'est très important pour des tas de raisons, pour des raisons économiques, mais aussi pour les équipes. Les équipes nous le demandent. Moi, je sais que quand mon grand-père a disparu et où j'étais une fille et où on se demandait qui se prendrait, ils ne se sont pas posé la question de savoir si c'était une fille ou pas. Ils se sont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ? Est-ce qu'on va poursuivre le chemin ? Et aujourd'hui, tout le monde est certainement très satisfait de voir que le chemin est en train de se poursuivre. Et vous travaillez aussi avec vos 3 enfants. Oui. J'ai vu. Comment on fait pour pas s'entretuer quand même ? Écoutez, pour l'instant, on est tous en vie.
et on va le rester. Et ça suppose d'être contrôlé soi-même, tout le monde, enfin tous, et d'avoir une vraie réflexion sur les sujets. Je dirais, il ne faut pas céder du tout aux espèces d'images d'Épinal, parce que la vie précise et la vie réelle n'est pas une image d'Épinal. Il faut être assez sérieux, assez engagé, assez volontaire pour surmonter d'éventuelles difficultés et avoir une stratégie qui soit suffisamment commune. Si la stratégie est commune, je dirais, les choses avancent. Et chez nous, c'est ce qui se passe. La pérennité est en train de s'assurer et pour moi, c'est une très grande satisfaction. J'espère que c'est une grande satisfaction pour le monde économique que nous représentons en France et c'est sûrement une satisfaction pour les collaborateurs. Et on sent, voilà, derrière tout ce que vous dites sur la fierté d'être une ETI, est-ce que ça vous fait peur ou pas que ça devienne justement une trop grosse machine aussi après ? Non, ça ne me fait pas peur parce que c'est un passage obligatoire et que, je dirais, moi je crois beaucoup à l'intelligence des situations. J'ai beaucoup de foi dans cette intelligence des situations, de ce qu'ont eu ceux qui m'ont précédé, mon père, mon grand-père, de moi-même certaines fois, et puis de la génération qui vient, et en particulier Delphine Anton, d'avoir l'intelligence de la situation. Donc on a changé de taille, on a changé même de façon d'être à l'intérieur, le poids respectif des différentes géographies a changé, et moi j'ai une grande foi et une grande certitude que l'intelligence des situations va permettre d'avoir une structure qui sera adaptée à ce que nous vivons demain. Voilà. Et vous avez vécu quand même pas mal de crises au fil des années. Bien sûr. Est-ce que maintenant, vous dites, au bout d'un moment, on est un peu immunisé en fait ? Non, on n'est jamais immunisé. L'immunité, oui, quand on a traversé toute expérience, voilà, mon idée c'est toute expérience compte, et toute expérience est utile à prendre, et toute expérience nous apporte une leçon. Mais on n'est jamais totalement préparé à ce qui va arriver, totalement. Et je dirais, on a eu un incroyable exemple qui était le Covid. Personne ne s'y attendait. 15 jours, 3 semaines avant, personne... Enfin, on y pensait tous plus ou moins, mais la façon dont ça allait se vivre, la façon dont on allait être tenu de modifier nos habitudes, etc., c'était absolument imprévisible. Et donc, je dirais, pour moi, c'est une excellente façon de se dire, ayons confiance dans la prochaine crise, qui n'est pas celle que nous avons vécue, mais que nous saurons surmonter, parce que nous aurons cette intelligence de la situation qui nous permettra de le faire. Et vous vous souvenez d'ailleurs le premier jour peut-être du confinement, ce que vous aviez décidé? Je m'en souviens précisément, parce que le premier jour du confinement, une société comme la nôtre a perdu 60% de son chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose dont on se souvient, parce que le lendemain matin, on réunit l'ensemble des cadres et on dit on va surmonter. Et au fond de soi-même, on se dit, mon Dieu, pourvu qu'on y arrive. Oui, bon. Et vous êtes toujours là. Dans une interview, vous disiez qu'un créateur d'entreprise au profil atypique doit acquérir des outils indispensables. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par outils indispensables? Si vous voulez, l'entreprise, c'est un domaine qui a ses outils, qui a ses méthodes, qui a ses façons de résoudre les problèmes, qui a ses exigences. Et dans le fond, il y a des études qui vous préparent à ça. Les études que j'avais faites m'avaient préparé à d'autres choses, mais pas forcément à ça. Donc, effectivement, il faut, d'une façon ou d'une autre, et c'est totalement faisable, retrouver des outils qu'on n'a pas forcément eu et faire bon usage des outils qu'on a. Parce que les outils qu'on a, il ne faut pas les sous-estimer. Moi, par exemple, j'avais fait beaucoup de physiologie. Je peux dire que la physiologie, elle me sert tous les jours. Dans un métier de la santé, elle me sert tous les jours. Donc, avoir cette espèce de regard suffisamment objectif en se disant ça, je sais bien faire, mais ça, pas assez. Donc, ce que je ne sais pas faire assez, je vais l'enrichir. Et donc, moi, j'ai fait l'executive MBA du groupe HEC et dans lequel j'ai appris énormément. J'ai rencontré énormément de camarades de promotion, de confrères avec qui on a partagé énormément et qui ne faisaient pas le même métier que moi. Et ne faisant pas le même métier, ça m'a énormément appris sur des métiers que je ne connaissais pas bien. Par exemple, j'ai rencontré tout de suite des gens qui avaient déjà une forte expérience à l'international, ce qui n'était pas mon cas. Ça m'a énormément éclairé sur ma propre volonté de faire de l'international et d'en voir les difficultés. Donc, je dirais, on apprend énormément par l'échange. Moi, je crois beaucoup à la pédagogie par l'échange et par l'expérience. Et donc, c'était une occasion. Et puis après ça, toute la vie, on apprend. On n'a jamais fini d'apprendre. Ah oui. Et vous êtes donc une dirigeante aussi, quand même, dans l'industrie, la santé. Oui. Est-ce que c'est quand même c'est un atout, vous diriez, ou pas? Oui, c'est un inconvénient atout. Non, c'est un atout. L'industrie, d'abord, l'industrie, c'est une activité noble.
C'est une très belle activité, très noble, très complète, très complexe, très évolutive, mais c'est extrêmement intéressant. Pour ça, moi, je suis triste de voir, par exemple, pas assez de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'il y a vraiment des métiers magnifiques dans l'industrie, et je pense que peut-être elles n'y sont pas encore assez averties, et dès qu'on pourra les avertir un peu plus, elles y viendront, parce que c'est passionnant, et c'est passionnant pour tout le monde, pour les jeunes gens comme pour les femmes. Mais non, pour moi, ce n'est pas un handicap. C'est difficile, parce qu'aujourd'hui, l'industrie est difficile. Et l'industrie en Europe, elle est difficile. Et il y a d'ailleurs, dans tous les supports économiques qu'on voit, on voit bien à quel point la difficulté de l'économie industrielle est présente. Et que les bassins industriels du monde sont là pour nous challenger, et nous challenger difficilement. Donc, ça ne peut pas dire que ce soit facile. J'ai même dit il n'y a pas longtemps que faire de l'industrie en France, c'était acrobatique. Et je trouve que c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. On va le faire. Et on va le faire par l'excellence. Et on va essayer d'être excellent. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire tous les jours. Donc là, le mouvement, en plus de réindustrialisation dont on parle, le plan France 2030, vous êtes plutôt une grande optimiste ou une grande pessimiste avec Non, je ne suis pas une grande pessimiste. Mais je suis une grande... j'ai beaucoup de foi dans ces chemins pas à pas, chaque jour, qu'on développe en se disant ce qu'on a fait aujourd'hui n'est pas n'est pas suffisant, allons plus loin demain, allons plus loin demain. Et c'est vrai qu'actuellement, il faut beaucoup, beaucoup de persévérance. Ça, c'est une qualité indispensable parce que les choses ne viennent pas toutes seules. Écoutez, c'est super, on va pouvoir passer maintenant à la dernière séquence qui est donc l'interview chrono. Alors, vous jouez du piano depuis l'enfance. Oui. Votre pianiste préféré? Eh bien, je vais vous dire, mon pianiste préféré, je l'ai écouté avant-hier. Il n'était pas préféré jusque-là, parce que j'avoue que je ne le connaissais pas. Il est devenu mon préféré en un concert. C'est un pianiste aveugle japonais qui était éblouissant. Et j'ai eu la chance d'avoir un concert avec ce pianiste il y a 2 jours. Et il est magnifique. Voilà. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Écoutez, je suis en train de lire le livre qu'a écrit notre ministre de l'économie, qui raconte justement une histoire de piano avec Horowitz. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française? Écoutez, moi j'ai une immense admiration pour Christine Lagarde. Alors, c'est une dirigeante, bien sûr, et elle a été dirigeante d'abord d'un grand groupe de conseil et d'avocats. Ensuite, elle a fait un parcours politique exemplaire, et maintenant c'est une autorité au sens noble du terme. J'ai une immense admiration pour à la fois l'intelligence, la grandeur de vue, l'autorité personnelle et la simplicité. Et la sincérité. C'est quelqu'un qui a des qualités quelquefois un peu contrastées, un peu contraires, et elle les a, elle, toutes ces qualités-là, et j'y suis très sensible. Alors, vous venez de Saint-Étienne, quel est votre endroit préféré de la ville? La place du Peuple. Parce que c'est un endroit où il y a plein de magasins sympathiques, et en particulier des fromagers, des boulangers, qui sont dans la tradition de Saint-Étienne. Alors, est-ce que vous avez la date de votre départ de Thuan? Je n'ai pas une date précise parce que Thuan sera présent dans mon esprit, je dirais, jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Alors, est-ce que ce sera un départ? Je dirais oui, bien sûr, il y a un moment où mon activité réelle, quotidienne, en ce moment, se fera. Alors d'abord, je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas. Mais par contre, dans ma pensée, Thuan sera présent jusqu'à la fin de ma vie. Merci beaucoup encore, Elisabeth, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Au revoir.